Aujourd'hui, je vous présente les jeux auxquels j'ai joué au mois de juillet. Alors de mon côté, la première semaine du mois de juillet a été réservée à un programme d'aide communautaire dans lequel j'étais impliqué. Donc pas beaucoup d'occasions de jouer pendant cette semaine-là. Si vous n'avez aucune idée de ce dont je suis en train de parler, vous irez jeter un coup d'œil à mon dernier Quoi de neuf du mois de juin dans lequel je donne tous les détails en lien avec cette organisation. Donc aujourd'hui, je vous présente des jeux probablement que je vous ai déjà parlé sur la chaîne, mais ça fait quand même assez longtemps et quelques petites nouveautés de mon côté à ce niveau-là. On commence avec Galerapagos, un jeu que je vais vous présenter sur la chaîne dans les prochains jours, un jeu coopératif, mais pas trop, donc un jeu qui va encourager la trahison, la manipulation, la traîtrise, un jeu très intéressant qui est pour 3 à 12 joueurs. Alors c'est pas un jeu d'ambiance, mais veut pas, le jeu va créer toute une ambiance dans votre soirée. Moi j'ai bien aimé. Pendant que j'étais impliqué dans le programme d'aide communautaire J'aime mon voisin, il y avait quelques petits trous ici et là dans lesquels on pouvait se reposer. Et évidemment, j'avais emmené quelques jeux de société avec moi. L'un d'entre eux était Décrypto. Superbe jeu. En fait, depuis que j'ai Décrypto, Codenames est en train d'entasser la poussière à quelque part en arrière. Hello, darkness, my old friend. Décrypto est vraiment merveilleux, c'est accrocheur. En fait, Vincent vous a fait une présentation très complète sur la chaîne de ce jeu. Vous irez voir si vous ne le connaissez pas encore. Et vraiment, ce que j'apprécie de ce jeu, c'est que on doit, un peu comme dans Codenames, lancer des indices, des idées générales ici et là. Sauf que ce que j'apprécie davantage dans Décrypto, c'est que l'autre équipe doit être à l'écoute de ces indices et a la chance d'intercepter le code qu'on essaie de passer à nos compagnons. Probablement l'un de mes coups de cœur du moment, Château Aventure, c'est un jeu que je traîne partout. C'est entre autres pourquoi ma petite boîte ici de carton est tout déglingué en ce moment. C'est un jeu dans lequel je traîne toujours des feuilles de papier, toujours un crayon. Je l'ai toujours sur moi à chaque fois que je vais à certains endroits où il y a des gens, où est-ce que je sais qu'on va peut-être avoir des temps libres. Château Aventure est merveilleux. J'ai pas passé à travers tous les scénarios encore. C'est un jeu que j'aime beaucoup animer. En fait, je n'ai joué qu'une seule partie en tant que joueur et je pense qu'au total, je dois avoir fait plus d'une vingtaine de sessions de jeu avec Château Aventure où je suis toujours l'animateur. Je prends plaisir à animer et à faire mourir les joueurs autour de la table. C'est un jeu qui va encourager un peu d'improvisation aussi, une espèce de donjon et dragon version très allégée. Moi, j'y joue avec des adultes. Je sais que ça doit être assez populaire aussi auprès des enfants. D'ailleurs, Yellow a rendu disponible sur leur site tout récemment des petites cartes qu'on peut faire imprimer qui représentent les objets qu'on peut récupérer dans nos différents scénarios. C'est vrai, je ne veux pas trop ouvrir le livre, il ne faut pas gâcher quoi que ce soit, et qu'on peut distribuer aux enfants pour ceux qui ont de la difficulté à se souvenir quels sont les objets qu'ils ont ramassés ou à se les visualiser en tête, même si on leur rappelle l'inventaire. Et ils ont également fait des fiches imprimables et photocopiables pour ce qui est des lieux qu'on peut explorer, mais en enlevant les objets clés qu'on doit récupérer. Alors encore une fois, c'est simplement pour rendre le jeu encore plus disponible et accessible pour les enfants. Je trouve que c'est une belle petite attention, mais personnellement, Château Aventure, c'est un hit. Ma femme et moi, on a une espèce de rituel où est-ce que quand on décide de s'asseoir ici pour jouer à un jeu, aucun de nous veut vraiment cibler un jeu et dire on joue à ça. Alors on a développé une espèce de petite coutume, c'est-à-dire qu'il y en a un de nous deux qui fait une sélection de 2 ou 3 et que c'est à l'autre de choisir un jeu dans cette sélection. Et dernièrement, elle m'a surprise en me donnant une sélection de 2 jeux assez récents qui venaient d'arriver dans notre bibliothèque et un jeu que ça fait assez longtemps que j'ai, mais que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas sorti ensemble et j'ai décidé, parce que c'est moi qui devais choisir, qui devais trancher, d'y aller avec Seven Wonders Duel, qui est toujours aussi savoureux, toujours aussi délicieux, qui se joue toujours aussi rapidement. Franchement, pour tous les amateurs de... J'essaie d'enlever le reflet de la lumière. Pour
Pour tous les amateurs de Seven Wonders qui ne connaissent pas cette version pour 2 joueurs seulement et qui s'entêtent à continuer à jouer à Seven Wonders, mais avec la variante à 2 joueurs qui est selon moi très mauvaise, allez-y, laissez-vous tenter, allez-y, Seven Wonders Duel, c'est pour vous. J'ai fait une présentation du jeu et de son extension qui est dans ce coin-là, le Panthéon, sur la chaîne. Si vous ne connaissez pas ça, moi je vous encourage à y jeter un œil parce que selon moi, c'est le meilleur jeu pour 2 joueurs seulement. Après être revenu à la maison au début du mois, il y avait une boîte qui m'attendait à la maison avec un Kickstarter que j'attendais depuis longtemps. Et moi, c'est très rare que je vais backer des jeux sur Kickstarter. Il s'agissait de Founders of Gloomhaven, que je vous ai d'ailleurs présenté sur la chaîne pour une session de jeu en solitaire. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller y jeter un œil pour voir si j'ai réussi le challenge solo ou non. Et j'ai eu la chance donc d'y jouer 3 parties en solitaire et une partie à 2 joueurs aussi. Et franchement, Founders est un jeu qui me déchire un peu parce que je veux l'aimer. Il y a beaucoup de choses que j'aime, qui m'attirent, qui m'accrochent, qui m'excitent dans ce jeu-là. Mais il y a aussi beaucoup de petits éléments qui sont des irritants, là, des petits détails qui me chicotent puis qui me disent « Ah, pourquoi ça a été mis dans le jeu, cet élément-là? Pourquoi ça a été pensé de cette façon? » Et ça fait en sorte que je suis un peu déchiré par rapport à Founders. Je suis pas capable de dire si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Pour l'instant, du moins, il faut que j'y rejoue certainement à 2 joueurs, possiblement dans une configuration aussi à 3 qui, selon moi, devrait être un peu plus... qui devrait me donner un meilleur aperçu de ce que le jeu a à offrir. Selon moi, selon ce que j'ai vu du jeu, une expérience à 4 joueurs, ça doit être long, ça doit être assez interminable. Je pense que 3, c'est vraiment le sweet spot. À 2 joueurs, c'est très intéressant aussi. Il y a peut-être quelques petits éléments de jeu qu'on perd dans une expérience à 2 joueurs. Mais bref, tout ça pour dire que je suis pas encore capable de caractériser est-ce que je l'aime ou je ne l'aime pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en solitaire, c'est génial. C'est un véritable casse-tête. Je vous ai fait une critique complète dans la vidéo de ma session de jeu. Vous irez voir ça. Dernièrement, j'ai des amis qui sont venus à la maison et quand c'est le cas, il faut toujours que j'analyse combien de joueurs vont être présents pour essayer de faire une espèce de présélection ou prédétermination des jeux qu'on pourrait jouer pour la soirée en question. Et dernièrement, on était 5 joueurs. Et ça m'embête toujours un peu, là, parce qu'à 5 joueurs, il te faut soit un gros jeu qui se joue jusqu'à 5, ou des petits jeux filler, des jeux de plus d'ambiance, de party qui peuvent se jouer à un grand nombre. Il y a quelques petites exceptions, et j'avais d'ailleurs sélectionné plusieurs titres, mais nous avons décidé de retenir Cinque Terre ou 5 terres, mais je pense que ça se prononce Cinque Terre dans la langue, j'ai oublié le nom de la région, je pense que c'est en Italie. Alors c'est bien ça, c'est en italien, donc Cinque Terre. C'est un jeu de livraison de marchandises avec des objectifs, des commandes qu'on doit réaliser. On doit se déplacer sur la petite carte. D'un côté de la carte, il y a des champs dans lesquels on peut retrouver, je pense que c'est 8 ressources, puis de l'autre côté, on longe la côte d'une rivière. Là, je ne retournerai pas pour voir le nom de la rivière ou d'un fleuve. Et il y a différentes villes, 5 grandes villes. On doit donc récupérer des ingrédients ou des légumes, des fruits et aller les livrer dans différentes villes qui vont nous les acheter pour différentes valeurs également. Et le but est évidemment de devenir le plus riche. L'argent, c'est des points. Je trouve qu'à 5 joueurs, c'est le fun parce que on a beaucoup de choses. En fait, il y a une course aux objectifs qui est encore plus grande, je trouve, selon moi. Mais c'est peut-être un peu long si les autres joueurs ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire à leur tour de jeu. J'avais en mémoire que c'était mieux. Peut-être que c'est parce que c'est la première fois que j'y jouais à 5. Pourtant, l'expérience de jeu n'a pas été si longue, si interminable que ça. Mais en même temps, je sais pas, il manquait quelque chose. Le prochain titre que je vous présente, j'en ai déjà parlé amplement sur la chaîne, Lorenzo Il Magnifico. On a joué avec l'extension Les Maisons de la Renaissance. J'aime bien cette extension parce que ça ajoute plein de petits trucs qui sont pas essentiels, qui sont pas indispensables. Donc, on pourrait facilement décider d'y jouer sans l'extension. Puis, ça change pas nécessairement le gameplay, l'extension. Ce que ça va changer
totalement, c'est la mise en place. On va avoir des familles, on va avoir des pouvoirs qui vont être uniques, des ressources de départ qui vont être différentes pour chaque joueur. On va avoir une nouvelle tour également dans laquelle on va pouvoir retrouver des cartes de différentes couleurs. En fait, je vous ai présenté l'extension sur la chaîne encore une fois, donc vous pourrez aller y jeter un œil si vous ne la connaissez pas déjà. Mais moi, Lorenzo, c'est un jeu que j'affectionne beaucoup. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Un autre jeu que je vous ai présenté récemment sur la chaîne, Santa Maria, un jeu que j'avais très hâte d'expérimenter. J'avais entendu toutes sortes de choses là-dessus, donc j'avais hâte de me faire une opinion par moi-même. Et je dois vous dire que d'abord, l'expérience de jeu en solitaire m'a complètement déçu. Vraiment pas mon style. C'est un jeu où il faut battre notre propre score, donc on doit toujours faire une meilleure performance que la dernière fois. Ça, parfois, ça peut passer, comme dans le cas de Clans of Caledonia. J'ai trouvé que ça passait, mais ici, je me sentais pas engagé dans le jeu, vraiment pas impliqué. Alors que à 2 joueurs, là, par contre, là, je me sentais engagé. Là, je sentais la pression sur moi monter. Ce que j'apprécie beaucoup dans la configuration avec d'autres joueurs autour de la table, c'est que le moment où est-ce qu'on réfléchit, OK, c'est quoi le meilleur timing? Est-ce que c'est le meilleur moment pour moi de faire ça maintenant ou je devrais attendre au prochain tour? Est-ce que je devrais activer ma rangée tout de suite ou essayer de récupérer une tuile avant et de la faire? Mais là, qu'est-ce qui va se passer s'il me vole mon dé? C'est plein de petites réflexions comme ça qui n'arrêtent pas, qui sont continuellement là pendant le jeu. Ça, c'est super. Il y a quelques petits irritants dans le jeu que j'apprécie beaucoup moins. Vous irez voir ma critique que je vous ai présentée sur la chaîne si vous voulez avoir plus de détails là-dessus. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur, vraiment? Time Stories. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne il y a environ 2 ans. En fait, vous le savez si vous étiez là il y a 2 ans. Time Stories est un jeu qui m'a... En fait, c'est le premier jeu qui m'a fait me lever debout sur une chaise et me mettre à crier. Parce que le scénario de base dans Time Stories, le scénario du nom de Asylum, est tellement prenant, tellement rempli de rebondissements. J'ai capoté sur cette expérience de jeu-là, parce que oui, c'est pas simplement une partie, c'est une expérience Time Stories. Et ça fait 2 ans qu'on n'a pas ressorti Time Stories. Et donc, au mois de juillet, nous avons expérimenté 2 nouveaux scénarios. Le premier étant The Marcy Case. Alors, je veux pas gâcher quoi que ce soit sur les scénarios que je vous présente. C'est pourquoi je vais m'en tenir aux grandes lignes. Alors, je vous parle pas de la thématique là-dedans, je vous parle simplement que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé The Marcy Case parce qu'on changeait le focus complètement de ce qu'on avait vécu avec Asylum. Un peu plus récemment, on s'est lancé dans le scénario suivant qui est la prophétie des dragons. Alors, un autre scénario, je ne peux pas dire si je l'ai aimé ou si je ne l'ai pas aimé. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que nous l'avons commencé et je pensais jamais dire ça un jour, mais on ne l'a pas terminé. On a décidé à un certain moment de la partie de sauvegarder notre progression et nous devrions normalement le reprendre ce soir. OK, il faut qu'on se parle. J'ouvre une faille temporelle pour te parler de la prophétie des dragons qu'on a effectivement terminé hier soir. Alors, c'est ma grosse déception pour l'instant dans l'univers Time Stories. Pas que le scénario est mauvais, pas que la ligne directrice, l'histoire est pas bonne ou les aventures, tout ça, ça tient la route, c'est correct, mais c'est vraiment parce qu'il y a des trous dans les règles, il manque de précision, il y a des situations qu'on ne sait pas comment gérer. On a voulu instaurer un nouveau système de combat avec la gestion de la magie. Et il manque des détails, là, franchement. Là. Même avec la FAQ non officielle qui est disponible sur Board Game Geek, qui a, je crois, une 15aine de points de précision de errata qui sont là justement pour corriger, préciser la situation. Ben, il y a encore des situations qui arrivent, qui se présentent devant nous et où est-ce qu'on ne sait pas quoi faire. Il y a une tonne de cartes qu'on ne savait pas comment résoudre nécessairement. On est allé avec qu'est-ce qu'on pensait et tout, puis au terme de l'aventure, on s'est regardé puis on s'est dit, ouais, ben, j'espère que les prochains vont être mieux. Il y a aussi quelques jeux que je veux te présenter, mais dont j'ai pas les boîtes avec moi. Et ici, présentement, il fait vraiment trop chaud. Tu le sens toi aussi. Alors viens avec moi, on s'en va dans la cuisine. Il a l'air climatisé.
Donc au mois de juillet, Vincent et Joe ont pris une journée complète pour descendre ici en Beauce, dans mon patelin. Et on a donc passé une bonne partie de la journée à jouer ensemble. Vincent avait apporté des jeux, Joe aussi. Moi j'avais ma bibliothèque que vous avez vue, que vous connaissez. Et donc on a essayé plusieurs titres que je ne connaissais pas, donc je vais vous les présenter même si je n'ai pas les boîtes avec moi. Alors le premier jeu dont je veux te parler, ça s'appelle Prowler's Passage. C'est une espèce de... En fait, c'est un jeu pour 2 joueurs et ça emprunte le mécanisme que j'aime bien appeler du bras de fer. Donc en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement placer je ne sais pas ce que ça représente, mais c'est de placer des espèces de routes sur une cité qui a été bâtie de façon aléatoire au début de la partie pendant la mise en place. Et chacun des quartiers de cette cité va représenter le bâtiment brun, le bâtiment jaune, le bâtiment blanc, rose et une autre couleur bleue, je crois. Et donc, cette couleur-là représente un bâtiment différent. Et à chaque fois qu'on va placer une de nos routes, où je pense que ça représente de l'influence qu'on va exercer dans ces quartiers-là, à l'intersection de différents quartiers, eh bien, on va pouvoir avancer notre petit marqueur. En fait, c'est un marqueur qui est commun pour les 2 joueurs, mais qu'on va pouvoir l'avancer vers notre direction. Et l'autre joueur va devoir éventuellement influencer les mêmes quartiers, va donc le ramener vers lui. Donc, il y a une espèce de mécanisme de bras de fer. Et on se bat pourquoi? Eh bien, c'est que à la mi-partie et à la fin de la partie, ces bâtiments-là, pour ceux qui les contrôlent, vont leur rapporter des points de victoire de différentes façons. Alors, par exemple, il y a la banque qui va te donner tant de points de victoire, par exemple, pour toutes les cartes jaunes que tu as réussi à récupérer, mais qui en plus va te donner 5 points. Et donc, c'est un jeu qui est super rapide, qui est très très simple. Puis, au terme d'une partie, là, en 15 minutes, on a juste le goût d'en jouer une autre. Excellent jeu. On a également fait, je dirais peut-être 3 parties d'un jeu qui s'appelle High Society, un jeu super simple qui peut se jouer jusqu'à combien? Peut-être 5 joueurs, là, je me souviens plus exactement. Très très simple, une espèce de jeu d'enchères avec un peu de bluff aussi, là, c'est très simple, mais bien fait à la fois, là. Alors, c'est pas le jeu du siècle, mais c'est quand même assez divertissant comme petit jeu de poche qui peut se traîner un peu partout et qui prend quelques minutes à expliquer et qui crée quand même une bonne ambiance, un bon moment, une belle expérience à vivre avec des amis. Première expérience pour moi avec Welcome to. Je crois que nous avons fait un total de 2 parties. La deuxième partie, on n'en parlera pas, là, parce que, il était rendu tard, on va dire, mais vraiment un excellent jeu qui m'a agréablement surpris. Je savais un peu, je connaissais les grandes lignes du jeu, ce que le jeu avait à offrir. Puis, oui, c'est un jeu qui fait l'unanimité à l'école du jeu. Tous les 4, Sylvain, Joe, Vincent et moi, on est d'accord pour dire que c'est merveilleux ce petit jeu. Ce petit jeu-là, en fait, Sylvain devrait sortir normalement une vidéo dans les prochains jours, alors surveillez ça. En même temps, je mets un peu de pression à Sylvain en disant ça. Exposition universelle est le prochain titre que nous avons essayé. C'est un jeu que Joe avait apporté de la maison, un jeu encore une fois super simple, contrôle de territoire entre guillemets, qui joue rapidement, en fait, les tours sont rapides. Ça, c'est sa plus grande force. Je vais tout simplement placer un de mes cubes qui est comme un représentant en fait de mon équipe dans une des zones et je vais aller récupérer toutes les cartes qui se trouvent dans cette zone-là. Je vais pouvoir les utiliser lors du prochain tour si ce sont des personnages influents. Sinon, ce sont des cartes qui vont pouvoir me donner des parts. Je pense que la carte représente un contrat. Ça ne vaut rien. Mais une fois qu'on l'a échangé pour une part, là, les parts valent des points. Alors, il y a 2 façons de faire des points dans cette partie-là. En récupérant des sets de parts, donc des agencements de parts, ou en gagnant les majorités dans les différentes zones, ce qui nous donne des médailles, qui sont des points. Alors un jeu super simple, bien agréable aussi. Mais notre gros jeu de la journée s'est avéré être Zango, un jeu que je surveillais depuis longtemps, qui est discontinué, qui est disponible si on le trouve sur le marché de seconde main. Éventuellement, j'ai encore bonne espérance, les doigts croisés, que la 2e édition va sortir sur Kickstarter. Mais un jeu que j'ai trouvé bien agréable, c'est un What's Your Game, un peu comme les autres, c'est-à-dire que c'est
c'est engageant. Il y a beaucoup de façons de faire des points. C'est à la limite une espèce de salade de points. Les règles ont l'air un peu envahissantes et imposantes au début de la partie. Puis ça prend un tour ou deux pour embarquer un peu dans le flow du jeu, je dirais. Je ne sais pas si je l'ai préféré à Signory. Signory, qui est un autre jeu de la même compagnie que j'aime beaucoup. La grande... Ben, en fait, il y a plusieurs différences. Là. La grande différence, je dirais, qui saute au visage, c'est que dans Zanguo, nous allons effectuer des actions qui vont être déterminées par les cartes qu'on va jouer. Donc, la dernière carte qui a été jouée par quelqu'un a une valeur sur cette carte, par exemple. Je pense que ça va de 1 jusqu'à 120. Alors, exemple 82. Et là, les cartes que j'ai en main, je vais regarder leurs valeurs qui sont dessus. Et selon si je joue une valeur qui est supérieure, ça va me donner accès à certaines actions. Si c'est une valeur qui est inférieure à certaines autres actions, alors il y a cette gestion-là de la valeur des cartes, mais en même temps, les cartes sont multi-usages. On pourrait peut-être vouloir les garder pour les mettre dans notre petit tableau personnel pour pouvoir aller chercher des avantages. Tandis que dans Signory, c'est un peu le même principe, mais c'est avec des dés. Alors, on va avoir un tableau personnel qu'on va pouvoir personnaliser et débloquer donc des pouvoirs. Et à chaque fois qu'on va utiliser un dé dans cette colonne-là, bien, tous les pouvoirs qu'on va avoir débloqués vont être activés. Alors, deux jeux qui sont différents, qui se ressemblent un peu. Je pense que les deux ont leur place dans une bibliothèque, mais je ne saurais dire lequel j'ai préféré. Mais mon coup de cœur de la journée va à un jeu que Vincent et moi, on a sorti, il était rendu environ 11h30 le soir. Je m'attendais à rien, puis finalement, je pense qu'on a fait 6 parties, l'une en arrière de l'autre. Je ne voulais plus aller me coucher après ça, et j'en ai même rêvé la nuit. C'est une histoire vraie. Il s'agit de Time Arena, un jeu chaotique, mais qui... OK, je vais dire ça comme ça. Moi, à 11h30 le soir, là, je m'attendais pas à vivre des émotions fortes comme ça. Là. Je m'attendais pas à être stressé, je m'attendais pas à avoir chaud puis à être tendu. Mais ce sont toutes des émotions que Time Arena m'a fait vivre. En fait, Vincent a présenté le jeu sur la chaîne. Alors, la meilleure façon pour moi de vous le décrire, ce serait en vous disant d'aller voir sa vidéo. Il vous donne un aperçu génial qui va en plus vous faire vivre une partie des émotions qu'on peut ressentir en jouant. Mais si je veux rajouter un point de vue personnel, moi, c'est mon coup de cœur de la journée, peut-être même mon coup de cœur du mois. C'est un jeu que je vais surveiller dans les boutiques ici. C'est rapide, c'est efficace, c'est stressant, c'est engageant, que du positif. Et finalement, ma dernière expérience, un jeu que j'avais un peu comme mis dans un vieux tiroir dans ma tête, là, que je sais que ça existe, mais j'avais comme un peu oublié que ça existait, puis que j'y avais déjà joué et que je pourrais peut-être encore éventuellement y jouer. Je parle de Magic the Gathering. Wow! Un jeu qui... On dépoussière hein, quand on parle de Magic the Gathering. C'est comme, OK, oui, ça existe encore, c'est encore d'actualité. Même si c'est un très vieux jeu, je pense que le jeu a fait ses preuves et encore aujourd'hui, il y a des nouveaux modules ou extensions ou des nouveaux paquets de cartes qui sortent et c'est un jeu qui continue de vendre, qui continue d'engager les joueurs dans la compétition et en fait, on n'a pas joué avec un esprit compétitif du tout. Moi et mon ami Richard, en fait, c'était juste pour se rappeler, de mon côté, rappeler des bons souvenirs. Richard n'avait jamais vraiment joué à ça, à part un peu récemment. Mais wow, ça m'a rappelé de bons souvenirs, ça m'a rappelé à quel point c'était un jeu qui était profond, un jeu qui était riche, un jeu qui était intéressant, engageant. Dans le style de Magic the Gathering, on s'entend pour dire que c'est le jeu de référence. Il y a quelque chose que je fais habituellement à la fin de chacun de mes Quoi de neuf, c'est de vous donner le choix entre deux jeux et vous choisissez lequel vous voudriez que je présente en priorité sur la chaîne. Mais ce mois-ci, j'ai décidé de faire les choses un peu différentes. En fait, c'est à vous de me proposer quelque chose. J'aimerais que vous me proposiez des sujets ou des thèmes de discussion que vous voudriez que j'anime sur la chaîne. Une idée, un thème, une question, je prends ça et je vais la transformer en une espèce de courte chronique sur la chaîne. Il faut que ça demande plus de développement, plus de réflexion que « As-tu aimé Pandémie Legacy saison 1, oui ou non? » Je veux un thème, là, je veux une idée sur laquelle je vais pouvoir me pencher, réfléchir, me questionner et après ça, vous présenter sur la chaîne. Ça peut être en lien de près ou de loin avec les jeux de société. Ça peut être une question qui prend en compte un parallèle avec ma vie personnelle ou ma situation d'emploi en tant qu'enseignant. En fait, la limite
de ce que je vous propose aujourd'hui, c'est votre imagination. Alors, si vous avez des suggestions, eh bien, faites-moi les parvenir, envoyez-moi ça dans les commentaires et on verra au mois d'août ce que j'ai décidé de retenir. Alors, voilà ce que j'avais à vous partager pour le mois de juillet 2018. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne, nous suivre sur Facebook et mitrailler cette vidéo de pouce vers le haut. Je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.